Au Bénin, le parti de l'opposition, l'Union sociale libérale, s'est prononcé sur le dialogue tenu la semaine dernière. Cette formation qui n'a pas été conviée à ce dialogue a qualifié les assises de monologue entre partisans de la mouvance présidentielle. Résurgence de la maladie à virus Ebola après 294 jours en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Pourtant, les nouvelles contaminations ont nettement diminué. À Hong Kong, la frange radicale des manifestants multiplie les dégradations contre les entreprises accusées de soutenir le gouvernement pro-Pékin. Cette escalade dans la violence n'a pas pour autant entamé l'unité du mouvement. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Bénin. Le parti d'opposition Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Germain Javon s'est prononcé sur le dialogue politique tenu la semaine dernière. Lors d'une déclaration de presse tenue à Cotonou, la formation politique, qui n'a pas été conviée d'ailleurs à ce dialogue, a qualifié ces assises voulues par le président Patrice Talon de monologue entre partisans de la mouvance présidentielle. L'USL estime qu'il s'agit d'un vacarme qui n'a accouché que du vent. On suit ici un extrait donc des propos de son porte-parole. Comme la majorité des Béninois, le parti n'attendait rien de ce monologue dont le gouvernement a prescrit les acteurs et le contenu. Au résultat, on se rend bien compte qu'il y a eu tout ce vacarme pour n'accoucher que du vent. Pour l'USL, le seul mérite de ce monologue est d'avoir enfin fait deux aveux importants pour la suite du combat. Le premier aveu, c'est que ce monologue est un aveu d'échec de la réforme du système partisan, puisqu'il n'a que pour objet principal le toilettage des deux mauvaises lois qui sont le socle de cette réforme. Ce monologue est aussi un aveu d'illégalité et d'illégitimité de la 8e législature, qui, selon les organisateurs, ne peut pas spontanément exercer son droit constitutionnel de corriger ces deux lois qui sont le socle d'une réforme mal pensée et mal pilotée. Sur les mesures dites d'apaisement, si ce n'est que pour formuler à l'endroit du chef de l'État des souhaits dont il est seul à apprécier la pertinence et l'opportunité, a-t-on besoin de mettre au ralenti tout un pays et gaspiller l'argent du contribuable pendant 3 jours? Pour notre parti, le chef de l'État, Patrice Talon, est l'unique responsable de la situation actuelle. C'est lui qui l'a créée, et par conséquent, c'est lui seul qui doit la régler. C'est cela être un chef. Un chef assume ses responsabilités. En tout état de cause, l'USL prévient le gouvernement du président Talon contre son nouveau projet de révision opportuniste de la Constitution et son système de parrainage, qui ne feront qu'empirer la fracture sociale et la crise politique. Résurgence de la maladie à virus Ebola après 294 jours en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Pourtant, les nouvelles contaminations ont nettement diminué. Reportage. D'après le bulletin quotidien du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, une nouvelle aire de santé a été touchée par la maladie à virus Ebola en Ituri. Il s'agit de Maroro dans la zone de la santé de Niakoundé. Or, cette zone était déjà à 294 jours sans notifier un nouveau cas confirmé et est revenue à 0 suite à cette nouvelle affection. Ce cas confirmé d'Ebola a été signalé parmi 6 cas rapportés. Aucun d'entre eux n'était listé comme contact, ni suivi de façon régulière, ni vacciné. Pendant ce temps,
429 cas suspects sont en cours d'investigation, à en croire les autorités sanitaires. Le chef de l'équipe d'experts chargé de la lutte contre cette 10e épidémie d'Ebola en RDC, le docteur Jean-Jacques Mounyembe, était pourtant optimiste dimanche quand il indiquait que depuis juillet, on enregistre moins de 20 cas par semaine, voire 0 cas confirmés comme le 5 octobre. Il nourrissait l'ambition de tenir la promesse d'éradiquer cette épidémie en 3 ou 4 mois, comme dit au chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'utilisation d'un deuxième vaccin est annoncée pour début novembre dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, considérées comme le nouvel épicentre de l'épidémie. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 3218, dont 3104 confirmés et 114 probables. Au Zimbabwe, pays en proie à l'hyperinflation, les médecins en grève depuis 6 semaines déjà pour une révalorisation de leur salaire ont exclu ce lundi de mettre fin à leur mouvement. Ils défient ainsi une décision de justice qui leur a ordonné de reprendre le travail. Ils refusent de mettre fin à leur mouvement de grève et de reprendre le travail comme leur donne une décision de justice. Les médecins zimbabwéens en grève depuis 6 semaines durcissent plutôt le ton pour une revalorisation de leur salaire. Vendredi, en effet, la justice zimbabwéenne a déclaré illégale la grève des médecins du public, dont le mouvement perturbe les hôpitaux, et a exigé qu'ils reprennent le travail dans les 48 heures. Dimanche, l'association zimbabwéenne des médecins des hôpitaux, à l'origine du mouvement, a annoncé qu'elle allait faire appel de cette décision de justice. Les négociations entre le gouvernement et les médecins grévistes sont dans l'impasse depuis que leur association a rejeté début octobre une proposition du gouvernement d'augmenter les salaires de 60%. Les médecins affirment que leur salaire a perdu 15 fois sa valeur en l'espace d'un an. Du fait de la dévaluation du dollar zimbabwéen, les médecins ne gagnent plus que l'équivalent d'une centaine d'euros par mois. Certains sont contraints de faire des petits boulots pour joindre les deux bouts, d'autres de puiser dans leurs économies. La semaine dernière, les infirmiers exerçant dans 2 des plus grands hôpitaux d'Harare se sont joints à la grève. Le syndicat des enseignants en zone rurale a également appelé ses membres à ne pas se rendre au travail afin d'obtenir une revalorisation de leur salaire. À Hong Kong, la frange radicale des manifestants multiplie les dégradations contre les entreprises accusées de soutenir le gouvernement pro-Pékin. Cette escalade dans la violence qui vise aussi parfois des individus n'a pas pour autant entamé l'unité du mouvement. Plus de 4 mois que l'ex-colonie britannique vit sa pire crise politique depuis sa rétrocession en 1997. Et ces 2 dernières semaines ont de loin été les plus violentes. L'exécutif local, sa police et les relais du gouvernement central chinois concentrent depuis juin la colère des manifestants pro-démocratie. Depuis que les autorités ont interdit le 4 octobre le port du masque aux manifestants, les plus radicaux sont montés d'un cran dans les actes de vandalisme ciblés contre certaines entreprises privées, au point que les commerces de la mégapole sont désormais répertoriés avec un code couleur. Le jaune désigne les échoppes qui soutiennent la mobilisation avec des ristournes pour les étudiants engagés ou en distribuant de l'eau les jours de manifestation. Le bleu est utilisé pour les magasins et restaurants hostiles qu'il faut boycotter. Les commerces rouges sont ceux qui ont des capitaux chinois et dont il faut maculer les façades de tags et autocollants expliquant la lutte. Le noir, enfin, est réservé aux sociétés accusées d'être liées aux triades ou d'apporter un soutien actif au gouvernement et pour lesquelles on ne fait pas de quartier. Les forces de l'ordre ont musclé leur réponse. Les forces de l'ordre, quant à elles, ont musclé leur réponse. Elles, qui avaient tiré un millier de grenades lacrymogènes en juin et juillet, en ont lancé 2000 en une seule semaine début octobre. Près de 2400 personnes ont été arrêtées en 4 mois. Signe de la défiance à l'égard des forces de l'ordre, des manifestants ont passé à tabac dimanche soir un homme accusé d'être un policier infiltré. Les indépendantistes catalans sont descendus lundi dans les rues de Barcelone pour dénoncer la condamnation de 9 de leurs dirigeants. Les peines imposées vont de 9 à 13 ans de prison pour la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Reportage.
La condamnation des Catalans qui intervient à moins d'un mois des prochaines élections en Espagne relance la tension dans la région que le séparatisme maintient en ébullition depuis près de 10 ans. Après cette sentence, la justice espagnole a lancé un nouveau mandat d'arrêt international contre l'ancien président catalan Carles Puigdemont qui a fui en Belgique. Dès l'annonce de l'arrêt de la Cour, des militants ont bloqué des rues de la métropole catalane. À la mi-journée, des milliers d'entre eux étaient rassemblés à la place de Catalogne, dans le centre de la ville. Une plateforme indépendantiste baptisée Tsunami démocratique les a appelés à bloquer l'aéroport. L'ancien vice-président régional catalan, Oriol Junqueras, s'est vu infliger la plus lourde peine avec 13 ans de prison pour sédition et détournement de fonds publics. 8 autres indépendantistes, pour certains en prison depuis près de 2 ans, ont été condamnés à des peines allant de 9 à 12 ans de prison pour sédition et détournement de fonds publics dans certains cas. Figure parmi eux l'ancienne présidente du Parlement catalan, Forcadell, qui a écopé de 11 ans et demi de prison. En tout, 12 indépendantistes ont été jugés notamment pour avoir organisé le 1er octobre 2017, en dépit de l'interdiction de la justice, un référendum d'autodétermination émaillé de violences policières et pour la proclamation le 27 du même mois d'une vaine déclaration d'indépendance votée par le Parlement catalan. Vacciner des millions d'enfants contre la poliomyélite réapparue en septembre aux Philippines pour la première fois depuis 2001. C'est l'objectif des autorités qui ont lancé ce lundi ce qu'ils qualifient de campagne gouvernementale. Reportage. Autour du centre de vaccination, l'atmosphère est festive avec des vendeurs de glace et de la musique. Mais l'enjeu est élevé. Dans cette capitale qui compte environ 13 millions d'habitants, les taux de vaccination pour les jeunes enfants ont chuté, passant de 77% en 2016 à 24% à peine en juin dernier. Déjà frappés début 2019 par des épidémies de rougeole et de dengue qui ont fait plus d'1 millier de morts, les Philippines ont détecté en septembre 2 cas de polio, les premiers depuis 2001. En raison de la faible couverture vaccinale dans le pays, l'Organisation mondiale de la santé avait exprimé sa préoccupation après la résurgence de cette maladie contagieuse pouvant entraîner une paralysie et même la mort. Les cas de cette année, comme les précédents, sont liés à des virus issus de souches vaccinales. Cette forme atténuée devient plus dangereuse après une mutation qui se produit lorsque la couverture vaccinale est faible et donne au virus la possibilité de se multiplier, selon l'OMS. La confiance dans la vaccination avait chuté aux Philippines après une controverse sur un vaccin contre la dengue, passant de 93 en 2015 à 32% en 2018. Lundi, les Philippines ont lancé une campagne gouvernementale pour vacciner des millions d'enfants contre la poliomyélite. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.